Merci de choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Tchad est en émoi suite à l'attaque tragique de Barkaram survenue dans la nuit du 27 octobre 2024 où une quarantaine de soldats ont perdu la vie menée par le groupe terroriste de Boko Haram. Cette attaque a ravivé un élan de solidarité au sein de la population tchadienne qui se mobilise pour soutenir ses forces de défense et de sécurité. Le groupe Wadjikundi s'inscrit dans cette voie du salut national. Il offre à cet effet un don substantiel composé de 200 sacs de riz et de 20 têtes de dromadaires. Cette contribution est destinée à subvenir aux besoins alimentaires des troupes, soulignant l'importance de l'engagement civique dans ces moments difficiles. Réceptionnant ces dons, le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Issa Kamalou Adjamous, a laissé parler son cœur après ces gestes patriotiques. Pour lui, il est essentiel de continuer à encourager et à reconnaître de telles actions qui sont salutaires pour maintenir le Tchad dans l'intégrité en portant un coup de butoir aux terroristes. C'est le prix à payer pour préserver la paix et la stabilité dans le pays. La communauté Anakaza a aussi emboîté les pas aux autres patriotes. Reconnue pour sa générosité et son soutien, elle contribue à son tour avec 100 têtes de bétail pour galvaniser les forces armées, témoignant ainsi de la solidarité et de l'unité des Tchadiens face à l'adversité. Ces initiatives de solidarité émanant tant du secteur privé que des communautés locales soulignent l'importance de la cohésion sociale et du soutien collectif aux forces armées. En appuyant ceux qui veillent jour et nuit à la sécurité du pays, ces donateurs renforcent le moral des soldats dans cette opération Askanit pour l'éradication des Boko Haram. La CNDH, par ma voix, présente ses condoléances à toute la famille éplorée et particulièrement au président de la République qui se trouve sur le terrain là-bas. Il y a eu des morts et c'est tout à fait normal que le président lui-même décide, en tant que militaire, d'être là sur le terrain pour appuyer les forces sur place. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de penser à eux chaque jour. Le Tchad a observé 3 jours de deuil national, mais ce n'est pas suffisant. Que nous devons tous les soutenir dans cette lutte, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à cette action que nous sommes aujourd'hui tranquillement dans nos bureaux. Les Boko Haram ont cette habitude de se mélanger avec la population après leur forfaiture. Mais de ce côté, rassurez-vous que les soldats tchadiens sont aguerris en la matière de protection des droits de l'homme. Ce n'est pas pour la première fois que l'armée tchadienne entame ces genres d'opérations. Que ce soit au Tchad, que ce soit hors du pays, les soldats tchadiens ont été quand même exemplaires. Cette opération vise à neutraliser les assaillants qui sont venus porter le deuil au Tchad. Le travail qui se fait dans le respect des droits de l'homme. Nous n'avons pas jusqu'à là, au niveau de la CNDH, enregistré des doléances dans ce sens-là. Toutes nos condoléances au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadou Idriss Déby Itno, et les forces de défense et de sécurité par rapport à cette attaque meurtrière commise par les hommes sans loi et sans âme. Cette opération Askanit, lancée par le président de la République, doit être soutenue par tous les fils du Tchad. Je pense qu'ils seront traqués d'où qu'ils se trouvent sans demi-mesure. Tout citoyen conscient doit être vigilant de cette menace dormante. Ce n'est plus un problème de religion, ni encore une coloration quelconque, mais un phénomène qui interpelle le monde entier, et plus particulièrement le Tchad. Toute la population du Mayotte-Ouest, Monsieur le Président, vous soutient sans demi-mesure dans cette lutte contre le Boko Haram
toute sa généralité. Au nom de toute la population de Maïdala, nous rendons toutes nos condoléances au chef de l'État, son excellence Maman Idriss Déby Itno, pour son courage et pour son dévouement, d'aller compatir physiquement lui-même sur le terrain, enterrer nos morts lui-même. Vous savez, c'est un coup très dur. L'opération Escanit, cela permettra après cela qu'il y ait la paix dans la zone tellement dérangée par Boko Haram. Si nous le rappelons bien, notre chef d'État a été souvent dans la cause du terrorisme depuis autant Mali étant entre-temps non président et jusqu'à là, il œuvre dans ce sens. Pour nous, la meilleure des choses, c'est de lui remercier et puis l'encourager dans ce qu'il fait pour la nation. Cette attaque terroriste contre l'armée nationale tchadienne est vraiment un coup dur pour le Tchad. Et comme on a coutume de dire, au grand mot, les grands remèdes, je trouve normal que le chef de l'État soit personnellement descendu sur le terrain pour la riposte. Et nous appelons tout le peuple tchadien à apporter son soutien multiforme à nos vaillantes forces de soldats tchadiennes pour la riposte. Et vivement paix aux âmes des disparus. Cette journée d'information est axée sur la préparation de la COP29, renforçant la compréhension commune des enjeux et la détermination du Tchad à faire des progrès dans les résultats concrets. Pour cette COP, les attentes du Tchad ont été clairement définies. En premier lieu, un accès rapide et facile aux fonds pour les pertes et préjudices dus aux récentes catastrophes. Deuxièmement, un plaidoyer pour la création de fonds d'urgence spécifiques pour financer la préparation et les interventions en cas de catastrophe. En troisième lieu, un soutien accru pour le renforcement des capacités humaines, techniques et technologiques. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Yamita Hassan Tété, s'est exprimé. Le comité, à travers ces différents sous-groupes thématiques, à savoir atténuation, adaptation, pertes et dommages, finances, genre, a élaboré une note d'information exhaustive sur les enjeux de la COP29. Ce document est stratégique, fruit d'un travail collectif et approfondi, ne se contente pas de répertorier les thématiques des négociations. Il analyse en profondeur les implications pour notre pays et définit clairement nos priorités nationales. La COP29 est une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique. Un moment clé durant lequel les pays présenteront leurs plans d'action nationaux actualisés sur le climat. Il y a plusieurs pièces à fournir et la délivrance de ces pièces-là, généralement, ça pose énormément de problèmes. Et il y avait eu donc une prorogation de délai jusqu'au 1er novembre. Et nous nous sommes une fois de plus encore rendus compte qu'il y a une forte mobilisation des partis politiques pour déposer leur dossier de candidature. Mais il y en a qui ne se retrouvent pas dans l'interprétation du code électoral. Donc, une fois de plus encore, nous avons saisi par écrit le président de l'Ange d'accorder 3 jours de plus. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Administration du territoire et autres ont donc pris des notes pour instruire les différents services impliqués dans la délivrance des différentes pièces. Donc, à rester ouverts. Même les jours fériés, même le dimanche qui est le dernier jour. Et la journée d'hier, comme c'était le premier jour du report par endroit, il y a au moins 2 endroits où il y a eu quelques difficultés à partir de midi. Quand je me suis renseigné au niveau des mairies, les gens sont allés pour se faire délivrer les certificats d'attache notoire ou de résidence et ils se sont rendus compte que les services étaient fermés. Nous avions adressé un courrier donc à qui de droit pour alerter par rapport au montant de la caution. Malheureusement, l'information qui nous est revenue est qu'au niveau du CNT, il était difficile de programmer en urgence une session spécialement pour y statuer sur ça. Et est-ce que, ça c'est la question que je me pose, est-ce que c'est à cause de cela que pour pallier à cela, le président de la République
a ordonné en urgence pour qu'un fonds soit alloué aux partis politiques. Je n'en sais rien, mais il faut reconnaître que cela est venu comme un coup de pouce. Faut-il rappeler ici que la nouvelle Alliance pour la restauration de la République, NAR, avait pris part au pré-dialogue au Qatar. Il est donc signataire de l'accord de Doha. Après une participation active et entière au DENIS, Dialogue national inclusif et souverain, nous fûmes de ceux qui avaient voté oui pour le référendum constitutionnel. De même que par notre participation active, nous avons élu le président de la République. Permettez-moi ici d'insister que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les Tchadiens ont choisi librement leurs dirigeants, ce qui ouvre d'ores et déjà une nouvelle perspective. Par ce choix décisif, le peuple tchadien a démontré qu'il est souverain désormais et qu'il n'accepte le diktat de personne, d'aucun autre pays. À l'instar des pays voisins d'Afrique, le Tchad a pris son destin en main et se dirige confiant vers l'unité tant malmenée pour renouer avec l'état de droit où seule la loi, rien que la loi, sera de mise. Notre parti s'inscrit dans cette dynamique qui doit nous amener inéluctablement à l'ordre constitutionnel. Tapis dans l'ombre, les ennemis ne manquent pas. Les événements douloureux survenus le 27 octobre dernier doivent nous inciter à demeurer vigilants. Aucun État ne peut se développer s'il n'est pas réellement indépendant. Aucun développement n'est possible sans la paix. Notre liberté, nous devons la défendre nous-mêmes. Je voudrais tout d'abord rappeler que cette journée est initiée par l'UNESCO pour saluer et célébrer la mémoire des journalistes à travers le monde qui perdent leur vie en donnant l'information. Et plus particulièrement à la mémoire de nos collègues Colette Verlon et Ghislaine Dupont, kidnappés et tués au Mali en 2013. C'est pour nous aussi une occasion pour parler des conditions de travail des journalistes, de sécurité et la protection des journalistes. Ici au Tchad, nous avons par le passé organisé des journées de réflexion, des déclarations de l'UJT pour appeler à plus de garanties, n'est-ce pas, pour la sécurité et la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. Bien que le cas de notre collègue Narcisse Orégé, jusqu'à maintenant resté sans suite, l'UJT a réclamé par le passé une enquête indépendante pour situer les responsabilités sur le cas de sa disparition. Mais en général, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a aucun journaliste en prison. C'est une avancée, c'est un progrès à signaler. Mais les conditions de l'exercice du métier de journaliste est toujours entouré par des difficultés, par des entraves. C'est la raison pour laquelle l'UJT a proposé une loi au Conseil national de transition pour la sécurité et la protection des journalistes. Et il est de notre responsabilité en tant qu'organisation fêtière de journalistes d'œuvrer et faire les plaidoyers pour assurer la sécurité des journalistes. Et dans ce cadre, nous avons organisé plusieurs activités, même des séminaires avec les forces de défense et de sécurité pour parler des relations entre les forces de défense et de sécurité et les hommes des médias. Donc je profite de cette occasion pour demander l'adoption de cette proposition de loi qui va faciliter aux journalistes l'exercice de leur métier, qui va assurer leur sécurité, qui va protéger leur matériel de travail et aussi va protéger d'une manière générale la liberté de la presse, la liberté d'expression au Tchad. Le Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, en collaboration avec la bibliothèque bilingue des jeunes de la Renaissance du mouvement patriotique du salut MPS du 10e arrondissement, a organisé ce 2 novembre dans ses locaux au quartier Goudji Charafa la cérémonie de remise des attestations à une vingtaine de lauréats de la 2e promotion baptisée au nom du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. Les récipiendaires ont bénéficié d'une formation de 2 mois axée sur l'initiation en informatique et bureautique.
Mahamad Brahim, formateur, a salué les bénéficiaires pour leur assiduité pendant la formation et leur a demandé de mettre en application les connaissances acquises. Dans son mot de circonstance, le fondateur de la bibliothèque bilingue des jeunes de la Renaissance du mouvement patriotique du salut du 10e arrondissement, par ailleurs président du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, Dr Hagar Mahamad Ahmad, a félicité les participants tout en les exhortant à mettre en pratique les connaissances apprises. Il a aussi invité les responsables du centre à œuvrer davantage pour que tous les jeunes puissent en bénéficier. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation de cette formation spéciale. La cérémonie s'est achevée avec la remise des attestations aux lauréats. La cérémonie de remise des prix de la compétition coranique internationale organisée par l'association Al-Qur'an Al-Karim en partenariat avec l'ONG Al-Shafi pour le développement et l'éducation au Tchad a vu la participation du secrétaire d'État au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation Ahmad Omar Ahmad et du secrétaire général adjoint du gouvernement Saleh Bourma. 10 lauréats, dont 2 filles, choisies parmi des participants venus de divers horizons, ont été récompensés pour leur performance exceptionnelle dans la mémorisation et la récitation du Coran. Cette compétition, qui vise à encourager l'apprentissage du Saint-Livre et à valoriser le savoir coranique, a suscité un grand intérêt tant au niveau national qu'international. Le président de l'association Al-Qur'an, Younous Asaballa, a indiqué que son organisation continue d'œuvrer pour encourager les jeunes à s'intéresser à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran. Dans son discours, Ahmad Omar Ahmad a salué l'initiative de l'association Al-Qur'an Al-Karim et a encouragé les jeunes à poursuivre leurs efforts dans l'apprentissage du Coran, insistant sur l'importance de ces valeurs dans la construction d'une société unie et éclairée. La remise des attestations de mérite aux lauréats et des reconnaissances à ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réussite de ces jeunes a marqué la fin de cette cérémonie. Walikale, l'un des 6 territoires de la province du Nord Kivu, est sous menace des attaques du M23 depuis quelques jours. Plusieurs entités autour sont théâtre de violents affrontements. Des violents combats ont eu lieu le mardi 29 octobre, spécialement dans la zone de Pinga. Les éléments du M23 soutenus par le Rwanda ont attaqué plusieurs villages du groupement Kisimba, près de la cité du Pinga, qui reste, selon certaines sources, sous contrôle des forces armées congolaises. Pendant que le gouvernement s'est dit observer des trêves, malheureusement, l'ennemi continue à prendre des localités et cela constitue un danger permanent. Il y a plusieurs localités qui sont sous menace, notamment la ville de Beni, où je suis. C'est une ville sous menace. Il y a la ville de Butembo, qui est une ville voisine. Il y a aussi, du côté, le lac Édouard, qui nous sépare entre le pays de l'Ouganda et la République démocratique du Congo. La paix de la République démocratique du Congo en général, particulièrement la paix du Nord Kivu, de l'Est de la République, ne sera pas fabriquée à New York, ne sera pas fabriquée en Belgique, à Nairobi, à Luanda. Ça sera fabriqué à domicile. C'est question de prendre la question au sérieux. Il y a des déplacés aujourd'hui qui sont violés, pour votre information. C'est vrai qu'il y a des petites organisations qui sont en train de les aider, mais c'est insuffisant. C'est comme ça que dans ce moment ici, je suis en train d'appeler le gouvernement et d'autres partenaires de voir comment protéger les déplacés. Les déplacés sont en train de souffrir. Les violences dans l'est de la République démocratique du Congo durent depuis environ 3 décennies. Une guerre presque ignorée malgré des millions de victimes causées. Dans tous les rapports des différentes organisations, y compris celle des Nations Unies, le Rwanda est indexé comme principal soutien au mouvement rebelle M23. Cependant, la communauté internationale est accusée de ne pas agir avec des sanctions concrètes contre le Rwanda. Pour certains observateurs, la passivité qu'observe la communauté internationale est loin de faciliter la paix dans cette partie du pays. La communauté internationale a une responsabilité qui est énorme pour permettre la fin
des conflits dans le territoire congolais qui perdurent aujourd'hui depuis 3 décennies. Une des premières responsabilités incombe au Conseil de sécurité, qui est l'organe de paix chargé de réguler la crise internationale et la sécurité internationale dans les différents États membres, selon l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité doit prendre une résolution qui va très clairement qualifier que le Congo est victime d'une agression. Dans la recherche d'une solution pacifique entre la RDC et le Rwanda, un processus de concertation a été mis en place par le président angolais João Lourenço. Alors que l'on annonce de temps en temps des progrès dans ces pourparlers, sur terrain, la situation reste tout autre. De multiples violations des cessez-le-feu sont observées, suscitant plus d'inquiétude. La majorité des Congolais est d'avis que, malgré l'axe diplomatique dans le processus de Luanda, il faudra aux autorités congolaises doter l'armée de plus de moyens afin d'assurer la sécurité des frontières et bouter dehors le M23. Pour marquer les 62 ans de la Révolution, les autorités algériennes ont organisé un défilé militaire traditionnel de l'armée nationale populaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris part au défilé, saluant la foule à bord d'un char avant de présider la cérémonie. La commémoration de cet anniversaire mémorable incarnant la gloire, la dignité et la fierté est l'occasion de rappeler que l'Algérie, qui a triomphé du colonialisme hier, continue de réaliser des victoires en toute confiance grâce à ses enfants fidèles au message des valeureux Chouada. Cette date est fortement significative dans l'histoire de l'Algérie car elle marque le commencement de l'indépendance après la colonisation française qui a duré plus d'un siècle. Les représentants des dirigeants des pays amis ont félicité le peuple algérien, son gouvernement, à l'occasion de cette date importante. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a aussi présenté ses félicitations. Le 1er novembre, l'Algérie célèbre le jour de la Révolution, sa fête nationale. Ce jour-là, en 1954, une lutte armée pour l'indépendance du peuple algérien a commencé. Nous souhaitons à nos amis algériens paix, bien-être et prospérité. Toute promotion ou apologie de l'homosexualité ainsi que les relations homosexuelles sont interdites au Mali et entraînent des sanctions pénales sévères. Cette loi, soutenue par la majorité de la population malienne, va contribuer à la préservation de la moralité publique et de la culture traditionnelle du pays. Le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, a souligné son importance. Le Mali est un pays avec des valeurs profondes et enracinées dans la culture africaine. Cette législation est une réponse à une demande sociale pour préserver notre identité.